Ok, ben, Frédéric Young, bonjour. Vous représentez un peu les sociétés d'auteurs Et les auteurs surtout. et les auteurs surtout. Alors ces 10 dernières années, évidemment, c'est un secteur qui a été considérablement bouleversé par l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Alors ce que je pense qui a changé, c'est que d'une part, il y a d'abord une qualité de création qui a fortement évolué, qui a augmenté. Je trouve que les auteurs, mais tous les travailleurs de la création ont monté de niveau, se sont professionnalisés, ont obtenu d'ailleurs de façon assez claire des moyens complémentaires pour améliorer leur capacité de travail et leur capacité de création. Et ça se voit dans les œuvres que le public peut découvrir. Donc ça, c'est un premier changement. Le deuxième changement, c'est qu'on a évidemment aussi une mutation technologique qui vient avec des mutations politiques en même temps. C'est le croisement de mutations technologiques sur la numérisation et sur la mondialisation des échanges culturels, avec en même temps une vision ultralibérale qui naît à travers la Commission européenne, mais qui se diffuse dans beaucoup de parties et de pays en Europe, et qui fait large place à ce que j'appelle moi les nouvelles compagnies des Indes, qui sont ces grands opérateurs qui viennent... Qui organisent le mainstream. Voilà, et puis surtout qui viennent ponctionner et organiser les marchés sans aucune régulation. Donc voilà, ça c'est pour moi les grandes modifications que nous avons vécues. Pour le reste, on a vécu aussi une période où on a vu les États généraux de la culture définir, il y a une dizaine d'années, un peu moins, une sorte de programme général où tous les secteurs s'étaient mobilisés pour définir des priorités, etc. La mise en œuvre d'un certain nombre de ces priorités, pas toutes, un certain nombre de questions importantes sont restées posées et non résolues. D'autres ont permis de créer des initiatives nouvelles et de faire évoluer des secteurs, comme c'est le cas par exemple des secteurs des bibliothèques, dont vous reparlerez, j'imagine, à d'autres moments. Oui. Donc un des enjeux aujourd'hui, d'après ce que vous indiquez, c'est effectivement la régulation. Comment les pouvoirs publics peuvent réguler cette production et l'accès à cette production au travers des nouveaux médias en édictant un certain nombre de règles qui ne soient pas que de la logique purement marchande et donc qui permettent de faire exister la diversité culturelle. Voilà, et exister aussi des publics qui ne sont pas seulement des consommateurs. Je pense que c'est très important. Il faut que la relation au public soit aussi une relation qui peut être une relation ou éducative, ou purement artistique, ou purement culturelle, et pas nécessairement traversée par des enjeux de commercialisation immédiate et de profit immédiat. Donc là, effectivement, la question de la régulation, elle est posée aux États dans ce contexte ultralibéral où justement, on fait beaucoup, soit en diminuant les budgets, soit en orientant les législations pour que cette régulation soit la moins puissante possible et entrave le moins possible les opérateurs dominants du marché. Donc on a cette difficulté et je crois que les responsables politiques eux-mêmes s'interrogent beaucoup sur comment faire évoluer ces régulations en partenariat avec le secteur, avec aussi des pressions notamment liées au chantage économique, je dirais, qui consiste à dire si vous ne nous laissez pas faire, vous n'aurez pas de croissance économique, vous n'aurez pas d'emploi, vous n'aurez pas de résultats présentables aux électeurs, et donc voilà, ne faites rien, laissez-nous faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est que je pense qu'on manque de lieux, mais quand je dis de lieux, c'est de façon de faire aussi, de modalités, pour justement penser cette réforme, penser cette évolution très très rapide, à la fois des pratiques, mais aussi des technologies, des relations entre la personne privée, la sphère publique, la sphère où on peut être spectateur, la sphère où on peut être consommateur, etc. Ouais. Voilà. Et donc là, j'ai l'impression qu'une des choses qui a manqué, c'est vraiment des lieux qui travaillaient en profondeur cette question de l'évolution de nos sociétés, des pratiques sociales en matière de culture, alors que c'est vraiment impératif de le faire vu la rapidité d'évolution. Alors comment est-ce qu'on gère le fait que, bon, vous laissez bien entendre que ce n'est pas une question qu'on peut régler sur le plan purement national, puisque les échanges se sont mondialisés, donc on est bien sur l'échelle internationale. Mais comment on garantit dans tout ça, et la diversité culturelle, mais surtout la juste rémunération des auteurs?
On est quand même, il y a moyen d'élaborer des lois d'abord et de faire respecter les lois. C'est ce que je voulais dire aussi, ça rejoint un peu ce que j'ai entendu dans un autre débat, c'est qu'il faut protéger les droits des travailleurs de la culture. Ça me semble être un objectif qui, pour des partis démocratiques, me semble être une tâche très honorable, de dire il y a un corpus de droits, que ce soit des droits d'auteur ou des droits sociaux pour les travailleurs de la culture, il y a des statuts, comme le statut de l'artiste. Ces dispositifs constituent des éléments importants pour que la population puisse bénéficier d'un travail de création culturelle, un travail d'animation culturelle de qualité par des gens qui peuvent vivre décemment du métier qu'ils font. Donc ça, c'est une première chose où on est parfois étonné, je dirais, de l'attentisme des pouvoirs publics pour affirmer quand même les possibilités et les législations ou les régulations qui existent, même si elles sont insuffisantes, ce serait déjà pas mal de les mettre en œuvre. Deuxième chose, clairement, il y a des mobilisations au niveau européen qui sont possibles, et on l'a vu par exemple dans le débat sur le droit d'auteur, où il y a moins d'un an, une énorme pétition qui a recueilli 17 000 signatures de créateurs en Europe, a vraiment influé les décisions de la Commission européenne. Donc, il ne faut pas être défaitiste par rapport aux choses. C'est un combat politique, c'est un enjeu de mobilisation professionnelle et de partis politiques qui peuvent ensemble mener des réflexions et faire avancer des dossiers. Alors, demain, on aura une nouvelle ministre, on ne sait pas qui ce sera, de quel bord politique il sera. C'est quoi, de votre point de vue, la grande mesure qui pourrait faire avancer les choses dans le domaine de l'accès aux œuvres, mais aussi de la protection des auteurs? Moi, je mettrais deux mesures. Un, il faut repenser la relation entre l'art, la culture et l'enseignement. Ça me semble être fondamental, décloisonner ces deux univers, parce que il y a là un terreau de collaboration qui est absolument insuffisant. Deuxième réflexion, c'est tout ce qui concerne, dans un monde en changement, dans un monde qui s'ouvre à l'international, comme on le disait, donner à nos professionnels les moyens de se former en permanence. Donc c'est mettre en place des formations continuées qui permettent de gagner du temps dans l'adaptation aux nouvelles réalités. Vous pensez que les politiques sont un peu frileux par rapport à cette question? Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je ne sais pas s'ils sont frileux, parce que je pense, enfin, je veux dire, pour avoir eu des contacts sur le sujet, on a des bons échos et des bons accueils, mais il y a certainement une mobilisation de moyens, de ressources, de partenariats, avec peut-être une nouvelle relation à créer entre les initiatives des associations, les initiatives du privé, parce que c'est quand même intéressant d'avoir des entreprises qui aussi, je ne sais pas, un éditeur, un producteur, qui puissent apporter des propositions intéressantes, et les pouvoirs publics ou les réseaux d'enseignement, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'il y ait une partie du public qui n'a pas les codes et qui resterait au bord du chemin? Je pense que paradoxalement, le web permet à une forme de démocratisation culturelle assez extraordinaire, ce qui est accessible. Alors après, comment est-ce qu'on finance la création des œuvres dans ce dispositif? Mais ce qui est accessible en ligne est quand même incroyablement riche et de plus en plus riche. Donc je dirais que d'une certaine façon, l'accessibilité des œuvres se pose dans des conditions tout à fait différentes d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est la première chose. Deuxième chose, après, c'est pour ça que je parle de l'éducation. L'éducation, je veux dire, l'accès à la culture, c'est aussi d'abord un apprentissage personnel sur la lecture, sur l'écoute, sur la musique, sur le cinéma, sur le théâtre. Et ça passe par vivre des expériences en allant dans les bibliothèques, en allant dans les théâtres, dans les centres culturels. Ça, c'est pas que virtuel. Et ça, c'est pas virtuel. Parce que je pense que ces médiations-là, elles passent par des intermédiaires que sont les animateurs, les artistes, les auteurs qui viennent dans un lieu parler de leur œuvre et qui tout à coup intéressent 10 personnes qui avant seraient restées assez indifférentes à une création donnée. Donc je crois que c'est vraiment en permettant ce contact entre la population, de façon parfois extrêmement dispersée, et des créateurs, des artistes, des animateurs, que l'on peut vraiment faire un travail d'ouverture au public, sur la diversité, c'est-à-dire enrichir le goût des gens, élargir leur connaissance, leur envie de découvrir, leur curiosité. C'est pas très difficile, mais ça demande
voilà, un travail de fond permanent. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, Philippe Coudegratz, bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la lecture publique pour la province de Liège. Hein. Oui. Vous dirigez l'ensemble du dispositif. Alors, 10 ans de politique culturelle viennent de s'écouler. Un événement important dans votre secteur, j'emprunte un, il y en a certainement d'autres, un nouveau décret sur la lecture publique. Ah oui, ça c'est une avancée majeure évidemment dans le secteur. Pas mal de points de vue en fait. Ce qui a été essentiel dans l'arrivée de ce nouveau décret, c'est qu'on a eu le temps dont on a profité évidemment avec cette période de 10 ans et une seule ministre qui a pu maintenir le cap pendant ces 10 années. Et donc on a pu réfléchir, on a pu préparer, on a pu mettre en place ce décret et continuer encore après sa publication jusque maintenant et bien entendu dans les années qui vont suivre et vraiment avoir une continuité dans l'application. C'est quoi les grandes avancées du décret? Les grandes avancées du décret, mais c'est que je pense l'instauration déjà de manière prégnante de l'éducation permanente. Ça, c'est une notion essentielle. Deuxième chose, la mise en avant de manière plus profonde encore, hein, c'était entamé bien avant, mais la notion de réseau, qui est capitale pour nous. Ensuite, je pense aussi la professionnalisation du secteur, qui a encore été accentuée par ce décret. Et alors, une notion essentielle, ce sont des termes que j'extrais d'ailleurs du décret en lui-même, c'est la notion de mutualisation et de coopération. Et ça, c'est une idée qui traverse maintenant tout le travail des bibliothèques. Mais c'est aussi la coopération avec les autres secteurs. Ça, c'est capital. C'est capital. Dans notre décret, il est inscrit d'ailleurs de manière explicite le travail avec les centres culturels, mais ce travail de collaboration, de coordination, de coopération, de partenariat, ce n'est pas seulement avec les centres culturels, c'est à travers tout le secteur des acteurs culturels, aussi bien les théâtres que les centres de jeunes, que les CEC, tous ceux qui de près ou de loin sont concernés par la culture. C'est vraiment une notion essentielle, ce partenariat permanent entre les différents acteurs, et qui débouche aussi sur une idée qui est présente dans le décret, c'est évidemment le croisement des publics. Chercher de nouveaux publics, c'est quelque chose qui est vraiment la mission des bibliothèques, mais pas seulement, on l'a dit aussi, des autres acteurs culturels. Fidéliser celui qui est en place, bien sûr, il n'est pas question de perdre tous les lecteurs habituels, mais surtout aller chercher de nouveaux publics et à travers une notion qui apparaît maintenant dans le décret, qui est la notion de développement des pratiques langagières. Donc la mission est quand même beaucoup plus vaste que celle à laquelle on pouvait réduire antérieurement les bibliothèques, hein, qui était le prêt du livre, du document dans un sens un petit peu plus large. Non, on va bien au-delà maintenant, on est bien dans le développement des pratiques langagières, on est sur des notions d'oralité, on est sur des notions d'écriture et des notions de lecture. Et donc ça englobe toutes sortes de pratiques qui, évidemment, favorisent la collaboration et le partenariat avec les autres acteurs du secteur culturel. Le fait qu'une partie du patrimoine littéraire, par exemple, soit aujourd'hui en ligne, ça change quand même le métier des bibliothécaires aussi. Oui, ça change évidemment parce qu'il y a d'une part l'adaptation à ces nouvelles techniques. La médiation non plus n'est plus la même entre un livre physique, je vais dire, et un livre numérique. Donc notre travail doit s'adapter. Et c'est toute l'importance aussi de la formation dans ce sens-là, formation qui suit très bien son cours, faut-il le dire, mais il faut chaque jour innover dans le secteur. C'est trouver de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de procéder, de nouvelles façons d'aller au-devant du public grâce
à ces nouveaux médias, le numérique, c'est un vrai enjeu, mais puisqu'on l'aborde, je pense aussi que c'est un moyen complémentaire. Ce n'est pas un moyen qui est en train de tuer le livre papier. Ça, je pense que c'est un enrichissement pour moi parce qu'il y a toute une série d'usages qui peuvent s'instaurer, qui peuvent se développer grâce au numérique et qu'il était difficile de pratiquer avec le livre papier. Alors on s'achemine vers une nouvelle législature, on a un décret qui est engrangé, qui doit maintenant s'appliquer sur le terrain et tout. C'est quoi le nouveau défi pour la prochaine législature pour le secteur de la lecture publique? C'est quoi qui devrait être mis en place pour faire encore avancer les choses? Alors pour moi, les défis, ils ne relèvent pas seulement du secteur de la lecture publique. Je pense qu'ils sont plus vastes et qui concernent l'ensemble du secteur culturel. En premier lieu, je pense que c'est le passage de la démocratisation de la culture à la démocratie culturelle. À la démocratie culturelle. Ça, je crois que c'est essentiel. C'est une notion qui doit être présente dans tous les esprits. On doit non plus seulement rendre accessible la culture, mais la pratiquer, la comprendre, la faire vivre de manière active et participative avec l'ensemble de toutes les personnes concernées. Et nous sommes tous concernés. Le deuxième défi, il en découle aussi en quelque sorte pour moi. Nous avons réussi, je pense maintenant dans la lecture publique, à structurer le réseau. On peut vraiment parler d'un réseau de la lecture publique. Mais comme cette notion de partenariat est inscrite profondément dans notre décret à nous, lecture publique, mais maintenant aussi dans celui des centres culturels, nous sommes en quelque sorte obligés de travailler ensemble. Et il faut maintenant aller au-delà de la structuration du réseau de lecture publique, mais aller vers une structuration du réseau culturel. Faire en sorte de se donner les moyens, les outils qui vont permettre de travailler au mieux ensemble. Et je pense à un tout petit détail, par exemple, mais la durée des plans que chaque bibliothèque, chaque centre culturel, les plans stratégiques que nous appelons dans notre secteur les plans de développement de la lecture, oui. Ils devraient tous être d'une part sur la même durée, mais ils devraient aussi, en fonction des territoires, pouvoir être mis en concordance, pouvoir démarrer ensemble, pouvoir être préparés ensemble et pouvoir être présentés ensemble. Et ça, je crois que c'est un enjeu. Il est difficile, mais je pense qu'il devrait pouvoir se réaliser. Alors, vous avez beaucoup évoqué la notion de réseau. Les lectures publiques, la lecture publique, elle est organisée à la fois sur le plan communal, provincial, communautaire. Oui. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour, le réseau associatif, le réseau des centres culturels, etc. Est-ce qu'il y a assez de coopération entre les services publics? Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Ça, c'est clair. Mais les décrets tels qu'ils sont profilés pour l'instant, et celui de la lecture publique, celui des centres culturels, mais il y en a d'autres aussi qui sont en préparation, notamment l'éducation permanente, devraient nous aider à mettre en place ces partenariats et ces collaborations. Alors, de quelle manière en pratique, je ne sais pas, on est en train de construire aussi notre expérience petit à petit, et ça dépend, ce sont chaque fois des particularités locales, je veux dire, ça dépend d'une personnalité et de l'autre. On peut avoir des rapprochements qui se font de manière tout à fait naturelle, mais au-delà de ces rapprochements naturels, il faut parvenir effectivement à des rapprochements structurels et faire en sorte que... c'est peut-être là-dessus qu'il faut mettre des moyens la prochaine fois, c'est plus sur la coopération, quoi. Oui, oui, je pense qu'effectivement c'est un grand enjeu pour tout le secteur culturel, je crois.